Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Repère. Repère, aujourd'hui je reçois un analyste politique de taille, lui c'est Ben Bright, que vous connaissez très bien. Nous allons essayer de parler aujourd'hui sur les questions brûlantes d'actualité. Nous allons nous étendre un peu sur quelles sont les causes que nous arrivons à perdre le certificat. Je reçois Ben Bright, à qui je dis bonjour et bienvenue Ben Bright. Bonjour Jules, merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Ça fait un plaisir fou de revenir sur ce plateau, surtout dans votre émission qui commence à faire loi. C'est une émission qui s'impose, pas seulement sur votre média ici, mais en tout cas dans le microcosme politique. Quand vous n'êtes pas passé sur Repère, soit que vous n'avez pas de repères, soit que vous n'êtes pas un repère. Merci beaucoup Ben Bright. Alors j'aimerais à ce que vous puissiez un peu, dans votre œil en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous la visite de courtoisie du président de la République chez l'ancien président de la Chambre basse du Parlement, Monsieur Kengo. Mais non, je pense que c'est une visite de dit, mais c'est une visite aussi politique. Léon Kengo Adondo, à part le fonction qu'il a occupé dans ce pays, c'était quand même aussi un proche du père biologique du président actuel. Quand je dis proche, ça veut dire politiquement, ils ont eu à avoir des dissensions de temps en temps, mais ils ont évolué dans la même période politique. Mais vous savez, moi qui suis internationaliste, lorsque je suis en tout cas de très près les questions politiques et l'actualité dans d'autres pays, je me rends compte que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Vous avez par exemple au Sénégal le nouveau président, enfin Bassirou Diomaye Faye, qui très régulièrement va visiter les anciens de cadres, Mhm. voilà des personnes ressources comme on dit. Et puis bon, on va dire que c'est tout à fait normal pour la vitalité de notre démocratie, mais aussi pour la vie même de notre nation. Il faut que le politique entre eux se parle, mais il faut surtout se ressourcer auprès de personnes qui ont de l'expérience, qui maîtrisent les choses ou qui ont un certain vécu. Et je pense que ça, c'est un très beau geste. Maintenant, j'espère tout simplement que les discussions ont tourné autour de notre pays, surtout de son avancement, parce que vous êtes sans l'ignorer, notre pays en ce moment connaît beaucoup de difficultés. On ne parle plus que de la question sécuritaire aujourd'hui, on parle même de la gouvernance dans sa globalité, on parle de vicissitudes, de velléités qui surgissent de part et d'autre, on parle de cette agression bien évidemment, mais on parle aussi du marasme économique dans lequel nous pataugeons depuis un petit moment. Je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage, hein, j'encourage le politique parce que avant tout ce sont des politiques. Le Mhm. président est un politique, Monsieur Kego Adondo, ancien politique, on va le dire ça comme Mhm. ça, Parce pour qu'il est avoir en été retraite. justement pour avoir été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour avoir été président du Sénat, pour avoir occupé toutes ces fonctions. Je pense qu'il a une bagatelle de trucs dans sa jubessière qu'il puisse mettre à la disposition du président actuel pour le bien de notre nation. Vous avez parlé ici de l'avantage de pouvoir consulter les anciens dignitaires, si on peut le dire ainsi, mais pourquoi est-ce que en RDC particulièrement, parce que vous avez cité le cas du Sénégal, mais pourquoi est-ce qu'en RDC ce n'est pas le cas? Qu'y a-t-il? C'est un problème de gocentrisme ou bien encore, voilà, des guéguerres des politiques? Il y a beaucoup d'ego, c'est vrai, il y a beaucoup d'égocentrisme, mais il y a aussi une absence, hein, disons un manque criant d'hommes d'État dans ce pays. Dans ce pays, il n'y a pas Il n'y a véritablement pas beaucoup des d'hommes hommes d'État. d'État. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Je pense que Kengo Ado en fait partie, parce que nous savons comment il a jonglé avec les situations politiques dans ce pays. Il a été pratiquement présent dans toutes les générations, si vous voulez, que je le dise comme ça. Maintenant, il y en a qui est très peu. Il y en a qui est très peu. Vous savez, lorsqu'on gère l'État, on gère l'État pas avec des états d'âme, Mhm. mais avec l'âme de l'État. Mais dans ce pays, il y a beaucoup d'états d'âme, justement. Il y a des gens qui gèrent avec des états d'âme au lieu de gérer avec l'État, avec l'âme de l'État. Donc maintenant, il faut simplement que les gens s'inspirent. Il faut que les gens prennent repère, justement, sur des gens comme Kengo Adondo pour que dans le prochain jour, dans les prochaines années, dans les prochaines générations, que nous ayons beaucoup plus d'hommes d'État plutôt que des hommes politiques. Dans les méandres dans lesquels nous sommes, dans la situation dans laquelle nous faisons face, les RDC,
Pourquoi est-ce que le président de la République ne ferait pas aussi appel à son prédécesseur d'une certaine façon pour étudier cette question de l'Est? Parce que Kabila a dirigé ce pays plus de 18 ans, disons 18 ans durant, mais il a l'expertise et puis la connaissance des rouages de ce pays. Pourquoi est-ce que le président de la République ne fait pas appel à son prédécesseur? Non, je pense que ce n'est pas le problème. C'est mon analyse, hein, vous me comprendrez, c'est mon analyse. Le problème n'est pas le président de la République actuel. Félix Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de bonne foi, on l'a vu depuis qu'il est aux affaires. Vous vous rappellerez du dialogue qu'on a, les concertations nationales, c'est comme ça qu'on les a appelées. Vous vous rappellerez qu'il a pu réunir des opposants farouches comme Jean-Pierre Bemba qui lui était opposant, comme Moïse Katumbi qui lui était opposant. Et donc, vous voyez, le président, je pense qu'il a toujours la main tendue. Et ça, on l'a vu même dans la négociation ou dans la négociation du virage qui a mené à l'alternance que nous avons eue en 2019. Ça veut dire que ceux qui se regardaient avec une certaine animosité, le président de la République Tshisekedi, qui avait beaucoup à reprocher au régime Kabila, il s'est montré très large, très longanime. Il a discuté, vous vous rappellerez, de ces négociations pour le Premier ministre qui ont duré une éternité jusqu'à ce qu'on a eu Ilunga Kamba comme Premier ministre. Donc vous comprenez bien que le président Tshisekedi, il a fait les déplacements vers Kingakati, il a reçu le président Kabila chez lui à la Cité de l'Union africaine. Ça, au début, là, vous voyez, il y avait une sorte d'idylle entre les deux. Il y avait... Vous parlez du début. Oui, oui, mais c'est pour vous dire justement, mais j'en arrive, hein. C'est pour vous dire justement que ce n'est pas la volonté du président Tshisekedi qui fait défaut, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, le comportement des uns et des autres. Les uns et les autres, ici, je fais allusion au président Kabila, personnellement, parce que vous le savez, le président Joseph Kabila est un taiseux, de notoriété publique d'ailleurs, c'est quelqu'un qui parle très peu et très souvent avec ce genre de personnes la communication pose problème. Et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'il y avait un gouvernement ici de coalition entre l'Union Sacrée, enfin disons le CACH, le CAP pour le changement à l'époque, et le FCC, le Front commun pour le Congo. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en plein Conseil de ministres, vous vous rappelez de toutes ces déclarations incendiaires de la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, Madame Janine Mabunda. Vous vous rappellerez des déclarations aussi irrespectueuse du président du Sénat à l'époque, M. Alexis Tamomamba. Je ne veux pas parler de ses députés nationaux qui traitaient un peu le président de tous les noms. C'est-à-dire que les gens autour du président Kabila n'avaient pas compris justement que la nature a horreur de deux soleils, que la nature a horreur de... Voilà, on ne pouvait pas être dans une sorte de bicéphalisme où le pouvoir était partagé. Et tout ça a créé une sorte de malentendu, ce qui fait que le président Kabila s'est résigné dans son coin. Vous savez, d'ailleurs, pendant que vous me posez cette question, moi je pensais à la première dame, maman Denise Nyakirou, qui avait lancé une activité où elle récompensait les anciennes premières dames, où elle ressassait un peu le bienfait de toutes ces premières dames. On lui a posé la question à Madame Denise Tshisekedi, on lui a posé la question, mais pourquoi la prédécesseur, celle qui est venue juste avant elle, Madame Olive, n'a pas été primée, pourquoi elle n'a pas été aussi récompensée? Vous savez, elle n'est pas allée par le dos de la cuillère. Elle a dit justement que le fait est qu'on a contacté Madame Kabila et qu'elle a réservé voilà, une sorte de non-recevabilité. Elle a décliné justement l'invitation. Et ça prouve à suffisance que le problème n'est pas du côté du régime actuel. Maintenant, vous comprendrez que le président Tshisekedi, avec toutes les informations qu'il a à sa disposition, et vous êtes journaliste et pas n'importe lequel, vous n'avez qu'à faire une petite analyse, vous allez vous rendre compte que tous les proches, en tout cas la plus grande majorité, la large majorité de proches du président Kabila, y compris Corneille Nangaa, qu'il a désigné président de la CENI dans les conditions que nous savons, vous et moi. Corneille Nangaa est aujourd'hui à la tête d'une rébellion. Et il y a un peloton de membres du PPRD dans cette file avec Corneille Nangaa, dans cette aventure dangereuse, périlleuse et pernicieuse. Donc vous vous rendez bien compte que, à y regarder de très près, peut-être, je dis peut-être... Comme le président de la République l'a dit récemment ici, que le malheur de la RDC présentement, là, c'est Joseph Kabila. Je n'utiliserai pas ces mots-là. Ça, moi, je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais si le président Tshisekedi l'a dit, il a ses raisons. Moi, le mot que j'utiliserai, c'est que le problème du Congo aujourd'hui, c'est le Congolais. C'est certains Congolais aujourd'hui.
Donc, pour le avoir... tireur de ficelle Oui, de la guerre aujourd'hui, dans la partie est de la RDC, c'est Joseph Kabila. j'ai entendu le président Tshisekedi dire que l'AFC, Mhm. c'est Kabila. C'est Kabila. Alors, Donc, voilà. disons, ce Mais sont les tireurs de ficelle de cette guerre. comme je dis, on dit souvent que le président de l'AFC est la personne la mieux informée de tous. S'il l'est dit, il a ses raisons. Encore maintenant, quand il aura besoin de le prouver, pour quelle raison que ce soit, il le prouvera ou il le prouvera. Maintenant, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je considère justement que le caractère assez fermé du président Kabila n'est pas de nature à aider ce pays. Vous vous rappellerez que depuis qu'il n'est plus aux affaires, il n'a presque jamais fait ne serait-ce qu'une déclaration, il n'a presque jamais participé à une activité officielle. Toutes les invitations qui lui ont été envoyées ont été déclinées sans aucune autre forme de procès. Vous vous rappellerez aussi qu'il a fait exprès de ne jamais se trouver à un même lieu que le président de la République en place. Euh, Par exemple, je prends le cas de deuil. Il y a eu de deuil ici où le président Tshisekedi était présent et le président Kabila s'est arrangé pour venir avant Tshisekedi et partir avant, de manière à ce qu'ils ne se rencontrent jamais. À la dernière investiture du président de la République, l'invitation lui a été envoyée, il a encore décliné. Vous vous rappellerez que plusieurs fois ici, même alors que des présidents étrangers ou des anciens présidents étrangers venaient, je fais allusion à Uhuru Kenyatta par exemple, Raila Odinga a été il n'y a pas longtemps ici dans ce pays, l'ancien président nigérian, il était dans ce pays il n'y a pas longtemps, alors que même les anciens présidents viennent ici pour discuter avec le président en exercice. Le président Kabila, lui, il excelle justement dans ce, voilà, dans ce cara qu'on lui reconnaît. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est comme je dis, ce sont des états d'âme. Quand on a géré ces pays pendant 18 ans, on se doit d'être un homme d'État et on se doit d'avoir une âme d'État et Est-ce que pas ça ne avoir serait des pas états d'âme. aussi un problème des personnes qui entourent en fait, les deux personnalités? Peut-être du côté de l'UDPS, le président Kabila a été un peu, voilà, jeté en pâture d'une certaine façon, attaqué, et puis il s'est senti, voilà, pas en sécurité. Bon, il s'est dit, bon, que je me retire en homme de temps. Oui, mais qu'est-ce qu'on n'a pas aussi entendu du côté de l'UDPS sur Kabila? On a aussi entendu qu'il était le plus sérieux. On a aussi entendu que, bon, qu'est-ce que Kabouya, par exemple, n'a pas dit sur Kabila? Hein, de temps en temps, on a entendu aussi Kabouya dire, ouais, le président Kabila, il est sérieux, il a fait ci. Enfin, bref. Quand on est un leader, on ne peut pas se fier à ce genre de choses. Quand on est un leader, quand on a dirigé le Congo de Lumumba pendant 18 ans, on ne peut pas être là à dire oui, ils ont dit ceci de moi, ils ont dit ça de moi. C'est pour ça que je parle des états d'âme ici. Donc, disons peut-être, comme vous parlez des personnes d'État, des hommes d'État en RDC, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui est un homme d'État et qui ne l'est pas. Oh non, ça serait très périlleux comme aventure. Je n'irai pas je sais pas moi, à blaguer, m'aventurer sur ce terrain-là. Mais ce que moi j'aimerais dire ici, c'est qu'au vu de ce que je vois, le président Tshisekedi, il fait preuve de beaucoup d'ouverture. Il fait preuve de beaucoup d'ouverture. On l'a vu rencontrer les prélats catholiques, par exemple, alors que les situations étaient très chaudes. Je parle des situations au pluriel parce qu'il y en a eu des situations chaudes entre l'Église et le gouvernement. Et dans des situations comme celle-là, on voyait le président recevoir. Non, mais franchement, je pense que Tshisekedi, et ça fait un peu partie de sa nature en tant que personne, en tant qu'humain. Comme le disent beaucoup de gens, Tshisekedi est un humain et qui est accessible, que tout le monde peut voir à n'importe quel moment et toujours pas les bonnes personnes aussi. Alors certes, vous me parlerez d'entourage, mais vous savez ce qu'on dit, c'est lui qui place les hommes, il sait pourquoi il les place. Lorsque, par exemple, vous avez des gens comme Lambert Mende qui quittent les navires, vous avez des gens comme Sheo Kitondo qui quittent les navires, lorsque vous avez des gens de Cacique, des gens que l'on ne pouvait jamais imaginer quitter les navires FCC, lorsque vous le voyez quitter, pourquoi pensez-vous qu'il quitte? J'ai entendu, par exemple, Justin Bitakwira, qui était député national, je l'ai entendu dire qu'il n'a vu Kabila dans sa vie, enfin, pendant qu'ils étaient aux affaires, il n'a vu Kabila qu'une ou deux fois. Et pour ça, il fallait Beaucoup de gymnastique. beaucoup de gymnastique. Hein. Il fallait une litanie de procédures. Mais il disait ça pour comparer à Tshisekedi. Il disait, mais Tshisekedi, je l'ai vu plusieurs fois. Dès que j'ai un problème, je le vois. C'est-à-dire que je pense que Tshisekedi est très ouvert, il est très Parce que humain. c'est peut-être pas ces personnes-là ont quitté Kabila, c'est pour leurs propres intérêts. Je pense aussi, oui, mais moi j'ai suivi chez Okitondo qui fait une très belle déclaration sur la question. Les intérêts, c'est vrai, en politique, il n'y a pas de fidélité, il n'y a que de loyauté. Mais ce que vous savez, la loyauté, elle est réciproque.
Vous ne pouvez pas être politicien, leader politique et entretenir un troupeau que vous ne pétrissez jamais, enfin, je veux dire que vous ne nourrissez jamais, que vous ne contrôlez pas, que vous n'encadrez jamais. Mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que ce ne sont pas deux enfants, ce ne sont pas voilà, on n'est pas dans une porcherie non plus. Donc je considère simplement qu'il y a, je ne dirais pas un manque de leadership, je ne dirais pas une faiblesse, mais il y a une défaillance de management. Voilà. Une différence de management. Justement, il y a Du des côté différences de de l'ancien management. président. Oui, justement, mais sinon ça ne peut pas s'expliquer. Les gens qui sont restés avec le président Kabila, de mon point de vue, j'ai dit de mon point de vue, ce sont des gens qui sont restés comme, je vais dire, comment il faut que je dise ça? C'est des gens qui sont restés peut-être alors par complaisance, mais aussi par contrainte, parce que sinon ils ne savent pas où Les aller. personnes comme l'ennemi, comme les... Où, Voilà. où voulez-vous qu'il aille ennemi, par exemple? Où voulez-vous qu'Henri Comme par Mouvassakani exemple, parte? Où voulez-vous Chadari. qu'il aille? Oui, mais où voulez-vous qu'ils aillent? Mais Voilà, c'était c'est par possibilité. contrainte. Quand Pardon? le président de la République leur a tendu la main, il pouvait aussi Ben, mais on sait, hein, traverser. on sait comment ça se passe. On sait qu'on peut toujours traverser, mais pour ne jamais arriver ou ne jamais reprendre le première place, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, c'est tout en leur honneur aussi, hein, c'est tout en leur faveur, en leur honneur, que de rester, que de feindre cette sorte de fidélité, de loyauté. Mais on sait en vrai qu'il ne s'agit ni de loyauté ni de fidélité, mais c'est la contrainte, c'est l'obligation de rester là, parce que sinon ils n'ont pas d'autre offre politique. Donc je pense que oui, le président Kabila, vous savez, on peut ne pas être un homme d'État, mais lorsque quand même on est resté aux affaires pendant 18 ans, on est un peu obligé de devenir un homme d'État. Je comprends, je me dis que ça doit être un homme Donc, vous d'État. voulez dire par là que le président Kabila n'est pas un homme d'État? Non, je vais dire par là qu'il est devenu ou qu'il est forcément un homme d'État, mais que son entourage ne l'aide pas trop, ou À alors que être sa un nature, vrai un homme d'État. ou aussi que sa nature ne l'aide pas trop À être un vrai homme d'État. à se montrer comme un homme d'État. En réalité, il est en voie de devenir un vrai homme d'État. Non, en réalité, il peut être un homme d'État, ça je ne peux pas affirmer, je ne sais pas trop. Il peut être un homme d'État, mais qui ne se montre pas en tant que tel. Très bien, parlons un peu dialogue, parce que Martin Fayol avait appelé dernièrement ici dialogue et il est ouvert au dialogue. Pourquoi devons-nous dialoguer et pour quel motif et pour quel objectif dialoguer? On doit dialoguer. On doit dialoguer parce que les Congolais doivent se parler entre eux. On doit dialoguer parce que justement, Dieu, le Tout-Puissant, il a donné cette capacité aux humains, celle de pouvoir écouter l'autre. Est-ce que ce n'est pas peut-être pour un partage de pouvoir que l'opposition demande à la majorité ou au pouvoir en place de créer des cadres de concertation pour un dialogue d'une certaine façon? Vous savez, cher Jules, le partage de pouvoir n'est pas une fatalité. Le partage de pouvoir n'est pas un crime, n'est pas un péché. Si vous voulez, l'histoire renseigne que depuis que la République démocratique du Congo est pays en tant que tel, ça veut dire depuis que nous sommes souverains, aucun groupe politique n'a jamais géré seul. Même pendant les 32 ans de règne sans partage, j'ai dit sans partage avec de guillemets, même pendant ces 32 ans de règne de Mobutu, le pouvoir il était partagé parce que Kingo Wadondo, qui n'était pas du MPR par exemple, il s'est retrouvé Premier ministre plus de 2 fois. Etienne Tshisekedi mêmement, Karl Gonskaibon aussi, et ainsi de suite, je peux en citer. Ça veut dire que depuis que la RDC est un pays souverain, ce pays a toujours été géré de manière consensuelle, toujours de manière, voilà, à la congolaise si vous voulez. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays aux dimensions continentales. Parce que nous sommes un pays qui impose une certaine coopération. Dans notre pays, c'est connu sous le nom de géopolitique. Vous savez pourquoi lorsque la première institution du pays, le président de la République, est occupé par une personne de tel coin, le Premier ministre, par exemple, qui est le chef de l'exécutif, je veux dire le chef du gouvernement, ne devrait pas être du même coin. Pourquoi l'Assemblée nationale devrait être d'un autre bord, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle ici chez nous la géopolitique, justement, c'est cette sorte d'entente illicite qui veut que tout le monde se retrouve. Maintenant, partage de pouvoir ou partage de responsabilité, pour quel but? Ouais, c'est Pour quoi quel le but de ce objectif? dialogue? C'est quoi le but de ce dialogue? Très bien. Est-ce que c'est pour le dialogue pour le partage de pouvoir ou encore c'est pour la situation du Grand Congo?
La situation du Grand Congo, je suppose. Et si c'est pour la situation du Grand Congo, moi je suis pour. J'ai entendu le président Fayoulou, le président des Lécidés, M. Martin Fayoulou, je l'ai entendu dire que nous allons négocier pour la cohésion, enfin nous allons dialoguer pour la cohésion nationale. A-t-il tort Il n'a pas tort. Il y a un problème de cohésion qui s'impose en RDC. Mais c'est aussi de sa faute. Et il le sait. Criant. Oui, mais c'est aussi à cause de gens comme Martin Fayoulou. Alors comment? Justement, après les élections de 2019, j'étais parmi une délégation de jeunes qui ont rencontré le président Fayoulou chez lui, disons au Faden House. Et à l'époque, on lui a dit, Monsieur le Président, la situation actuelle est telle que si vous ne tirez pas attention, le Congo va plonger dans une sorte de guerre civile et vous devrez y prendre garde. Le président Fayoulou, bien évidemment, il était sur son trépied, il était sur ses grands chevaux, parce qu'il revendiquait une victoire que lui seul peut prouver jusqu'aujourd'hui. Il s'est entêté sur ce chemin-là. Et son discours était radical. Son discours était ségrégationniste. Son discours était tranchant. Et vous savez ce qui s'est passé. Et moi, j'en connais de familles qui se sont disloquées parce que le père est du Bandundu, la mère est du Kassai, parce que tel est de l'autre coin et tel est de l'autre coin. On est revenu dans une situation, dans une configuration de la séparation de Wenge Muzika dans son ancien truc, où les gens se sont rentrés dedans parce que tel soutient tel et que l'autre soutenait tel. Cette situation s'est empirée. Sous le nez, la barbe d'ailleurs, de Martin Fayoulou, qui n'osait pas dire mot. Vous savez, le président Obama s'est retrouvé pratiquement dans la même situation lorsque son pasteur était accusé d'avoir tenu de propos justement homophobes, je sais pas moi, séparatistes à l'époque, et que Obama était appelé à parler, à prendre position pour être soit du côté de son pasteur, soit du côté de la communauté qu'il soutient et qui le soutenait. Le président Barack Obama à l'époque a fait preuve de grandeur, comme les grands hommes, le grand de ce monde savent le faire. Le président Obama à l'époque a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, mais il n'a pas renié son acquaintance avec son pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque votre communauté, le cas échéant, lorsque votre communauté, et je veux profiter pour insérer une brèche ici, lorsque quelqu'un comme moi, qui est membre de l'Union sacrée, parce que je soutiens le pouvoir en place, lorsque mon camp politique pose des actes qui ne sont pas bonnes, ou je vais dire des actions qui ne sont pas bonnes, et des actes qu'il faut réprimander, en vrai patriote, qu'est-ce que je fais? Je dénonce ce qu'il faut dénoncer. Je dénonce par exemple que lorsqu'on reproche à M. Kikouni, Seth Kikouni, on en parlera, je sais, mais lorsqu'on reproche par exemple à Seth Kikouni d'avoir tenu de propos séparatistes, pourquoi ne pas aller de manière légale? Pourquoi la justice ne s'auto-saisit pas? Pourquoi il n'y a pas une plainte formelle? Pourquoi on ne l'arrête pas de manière formelle et qu'il y ait un procès et qu'au besoin qu'on en arrive à une condamnation? Pourquoi il faut que ça passe par l'ANR? Et pourquoi est-ce qu'il faut que ça passe par des chemins que l'on va encore, des chemins qui vont nous rappeler encore les très mauvais souvenirs? Voilà. Voilà ce que font les hommes d'État dans ce genre de choses. Ils condamnent ce qu'il faut condamner sans renier forcément leurs accointances. Je suis de l'Union sacrée, je soutiens le président en place, tout ce qu'il fait n'est pas rose, toutes les décisions prises ne vont pas jusqu'au bout, et ça on le sait. Sinon, il n'y aurait que des super humains dans le monde. Mais alors, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, lorsque vous voyez une femme, j'allais utiliser un mot, mais puisqu'on est à la télé, et parce que je sais que le CESAC est très regardant, lorsque vous avez une femme qui passe dans les réseaux sociaux, qui prend son téléphone, qui sort du n'importe quoi, contre les gens, contre communauté X, contre tribu telle, contre telle personne, lorsque vous avez des gens comme ça, et que cette personne n'est pas inquiétée. Alors comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur mes comptes sociaux, si la clameur publique ne suffit pas, ne serait-ce que par complaisance, des personnes comme cette dame dont je parle, que beaucoup peuvent reconnaître, je ne citerai pas le nom parce que c'est vraiment le genre de personnes pour lesquelles je ne ferai pas de publicité.
Si la clameur publique ne suffit pas pour coffrer cette dame, alors ne serait-ce que par complaisance, elle doit se faire arrêter. Elle doit être interpellée. Il y a une complaisance au niveau de la Il y justice. a beaucoup de complaisance. Peut-être au niveau de la justice, peut-être au niveau des services, qu'est-ce que moi j'en sais. Mais ce qui est sûr, il y a une très grande complaisance sur ces Ah, questions-là. parce qu'elle dit qu'elle a fait arrêter Elle représente quoi dans ce Jacqueline là. pays? Qui est-elle dans ce pays Bah, pour il faire a arrêter des gens? manigancé et puis les services sont là. Alors, peu importe le rôle qu'elle joue, peu importe les acquaintances qu'elle a, peu importe les affinités qu'elle a avec qui que ce soit, je pense que ça n'est des trop. Je pense que là, on a franchi le Rubicon et je pense que ça doit s'arrêter là. Ah, ça ne serait pas un peu de l'injustice quand on voit tout ce qu'elle est en train de raconter comme ça à longueur de journée sur les réseaux sociaux? Elle n'est pas sanctionnée, Ça l'est. pas d'une certaine façon. Et cette Kikouni, juste le fait de dire Ça l'est. certaines choses, automatiquement, il est pris par la nerf. Non, injustice, ça l'est. C'est d'une grande injustice, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'en appelle aux autorités, d'ailleurs, de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire, j'allais dire, une personne qui n'a pas de lumière à tous les étages de sa tête. Il faut... Devrons-nous continuer à dire, comme le président Félix l'avait dit en son temps, que la justice de notre pays est malade? Parce que la venue du nouveau ministre ici, Maître Constant Montamba, c'était pour redorer notre justice. Pouvons-nous dire que la justice continue toujours à être malade? Jusque-là, il n'y a pas eu de réforme capable à pouvoir reprendre les choses comme il se doit. Les réformes, c'est un mot très profond. Les réformes, il n'y en a pas eu. Par contre, il y a eu une certaine dynamique. Il y a une dynamique qui juste s'est une installée, dynamique. justement. Grâce au dynamisme, bien évidemment, du ministre Moutamba, il y a eu une dynamique qui s'est installée. Et je vais dire toute ma compassion d'ailleurs au ministre d'État, le ministre Constant Moutamba, qui est revenu au pays, selon les informations que j'ai. Et je le souhaite à moi personnellement, prompt rétablissement. J'ai appris comme tout le monde qu'il était positif au poison. Maintenant qu'il est revenu au pays, j'espère qu'il aura le soutien et l'accompagnement nécessaire de sa famille, de médecins autour de lui, mais aussi qu'il aura bien évidemment la protection et la loyauté du gouvernement dans son ensemble, parce qu'il ne faudrait pas oublier le principe de l'unicité d'action et surtout le principe qui veut que le gouvernement soit un et qu'il y ait une sorte de solidarité gouvernementale. La solidarité qui veut que lorsque le ministre Moutamba prend son courage à bras le corps et qu'il essaye de s'ériger en barrière contre les véreux magistrats que nous connaissons dans ce pays, qui ont plombé justement, qui ont rendu malade. Vous savez, cher Jules, si la justice est malade dans ce pays, alors l'agent causal, c'est bel et bien le magistrat. Oh, Je ne veux pas rentrer ici dans un conflit, moi je ne suis même pas avocat de toute façon, mais je dis ce que je pense en tant l'agent qu'analyste politique. causal, Mais c'est les ce sont magistrats. les magistrats. Ce sont les magistrats. Donc, le ministre a pleinement raison. Les ministres ont raison sur toute la ligne. Maintenant, si vous voulez qu'il soit complaisant, si vous voulez qu'il ne dise pas de vérité, si vous voulez qu'il aille en caressant dans le sens du poil, alors rien ne changera. Alors rien ne changera. Ce qu'il faut, c'est bien évidemment ce qu'il nous faut. C'est ce dynamisme, ce qu'il y ait des gens qui disent, ok, halte, là ça s'arrête là. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des gens qui se disent, ok, maintenant c'est bon. Ça n'est de trop, ça n'a que trop duré. Maintenant, c'est tout ce qui. Enfin, les problèmes, ce n'est même pas les réformes, parce que les réformes, bah là, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est de la théorie. Maintenant, il faut qu'il y ait une mécanique qui accompagne cette théorie, et c'est ce que le ministre Moutamba fait. Et nous avons vu un peu comment l'ordre était en train de regagner justement la maison. Mais maintenant, puisque le magistrat veut reconstituer un réseau, mais alors un sérieux réseau mafieux, ils s'en prennent au ministre, ils s'en prennent à tout ce qu'il essaie de mettre en place. Et ils vont jusqu'à court-circuiter le ministre, justement, Et à vouloir l'éliminer. jusqu'à l'éliminer, mais les court-circuiter pour avoir une sorte d'annihilation de ces décisions ou alors le couper dans son élan. Je m'inquiétais quant à la santé du ministre Moutamba, je m'inquiétais aussi quant à sa détermination de continuer jusqu'au bout, mais je suis content qu'il soit revenu. Plusieurs disent, ou bien l'opinion note qu'il fait du populisme. Oui, mais ça dépend de quel côté l'on se tient.
Ça dépend de quel côté l'on veut surtout se tenir. Lorsque vous avez des gens qui sont passifs, qui ne font rien, vous vous plaignez. Lorsque vous avez des gens qui essaient de faire quelque chose, vous dites qu'ils sont dans le populisme. Alors là, ça dépend. Alors moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que le ministre Moutamba a pris comme communiqué, comme décision. Moi, je vous donnerai un cas. Je n'en parlerai pas ici, ça va prêter à confusion. Mais il y a eu des décisions dans son chef qui ont été, pour moi, mal réfléchies dès le départ, je vais dire. Peut-être bien réfléchies, mais mal planifiées. Vous voyez, donc je ne suis pas d'accord avec tout, mais je considère qu'il est d'un dynamisme qu'il nous faut. Je considère qu'il est d'un engagement qu'il faut capitaliser. Très bien, parce que vous avez évoqué, vous m'avez un peu dévancé par rapport à l'affaire de cette Kikouni. Quel est le noyau du problème qui poussera en sorte que cette Kikouni soit arrêté de manière véhémente comme ça, alors qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui crient, même à la télé, qui professent des mauvaises paroles, mais qui ne sont pas inquiétés d'une certaine façon. Mais il fallait seulement qu'il puisse ouvrir sa bouche pour dire certaines choses et être arrêté. Pourquoi Bien, de cette manière? déjà d'entrée de jeu, je vais commencer par avouer que je ne sais pas encore pourquoi M. Kikouni a été interpellé. Je ne le sais pas encore parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle du service qui dise ou que le service qui dit ce que l'on reproche concrètement à M. Kikouni. Cependant, j'ai entendu son épouse dire que M. Kikouni était malade parce qu'il a subi une opération. Je l'ai entendu aussi parler de ses enfants. Vous savez, cher Jules, je ne veux pas parler de ma petite personne. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était tout le temps en cavale. Parce que tout le temps recherché. À l'époque, je me rappelle encore, on parlait de BCRS. Tout le temps recherché, tout le temps en cavale, tout le temps arrêté pour ses opinions politiques, pour ses prises de position. Je sais ce que c'est que de vivre dans cette crainte permanente. Je sais ce que c'est que de vivre dans une sorte de peur bleue, que de savoir que votre père peut ne pas rentrer à la maison ce soir, ou alors qu'il est encore en cavale parce que recherché, parce qu'il aurait dit telle ou telle autre chose. Je sais ça. Et je compatis vraiment avec la famille et les enfants de Kikouni, dont je connais d'ailleurs de prénom. Mais, vous savez, on est de politique. Et quand on est politique au niveau de M. Kikouni, il faut être responsable. Et responsable surtout de ce que l'on dit. On ne peut pas se réclamer être candidat président de la République à 2 fois dans ce pays, candidat président de la République. Ça veut dire qu'on a une certaine opinion, aussi minime soit-elle, il y a une certaine opinion qui se rallie justement à ce que dit M. Kikouni ou qui soutient M. Kikouni dans ce qu'il fait. Alors quand on est dans cette posture-là, que l'on se permette, que l'on ait la facilité, que l'on aille folâtrer dans le Haut-Katanga où il a séjourné, qu'il se paye la liberté, les luxes de dire voilà, le Katanga, c'est ceci, le Katangais, le peuple compte sur vous, révoltez-vous, faites ci, dites Il a non. utilisé le mot révolté. Bien, il a parlé au peuple katangais parce qu'il s'y trouvait au Katanga. Oui, justement. Mais encore une fois, connaissant l'histoire entre le Katanga et certains autres peuples dont je ne vais pas citer les noms, parce qu'encore une fois, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne viendrai jamais sur un plateau de télévision pour faire l'éloge, n'est-ce pas, de la ségrégation, du séparatisme. Ne comptez pas sur moi pour ça. Et donc, quand on connaît l'histoire, quand on connaît ce qui s'est passé en 1992, en 1994, quand on connaît ce qui s'est passé au Katanga, et quand on connaît le velléité qui sévissent encore jusqu'aujourd'hui dans le Katanga, ou du moins dans la tête de certaines personnes, encore une fois, des personnes qui, de mon point de vue, n'ont pas aussi beaucoup de lumière à tous les niveaux de leur tête, ou alors ce sont des personnes qui ne sont visiblement pas les couteaux le plus aiguisés du tiroir. Quand on a connaissance de tout ça, on ne peut pas se permettre de tenir avec facilité de tels propos. Tenez, je suis de ceux qui pensent que les propos de M. Kikouni ont été pernicieux. Je pense que ces propos ont été malencontreux. Je pense que ce sont des propos irresponsables et qui méritent la plus grande sévérité. Maintenant,
comment faut-il procéder? Est-ce de cette manière-là? Monsieur Kikouni est un Congolais qui vit ici dans ce pays. Le procureur peut s'auto-saisir de la question ou un Congolais comme moi peut porter plainte contre monsieur Kikouni et la procédure va suivre son cours légal. Et si sa culpabilité est prouvée, monsieur Kikouni peut être condamné pour ça. Et c'est ce que moi je soutiens. Maintenant, que l'on passe par les services de renseignement, dans un premier temps que l'ANR dise qu'ils n'ont pas Kikouni dans leurs locaux, après maintenant que les gens commencent à spéculer sur la mort présumée ou supposée de Kikouni, maintenant que certains médias que l'on connaît ici, que certains moutons noirs de la presse congolaise, comme vous dans le média, vous en avez beaucoup, que certains populistes ici commencent vraiment à dire, oh voilà, tout ça, ça déconstruit l'image de marque de notre pays. Ça déconstruit et même l'image que veut donner le président de la République d'un pays qui recouvre le chemin de la démocratie. On ne devrait pas procéder de cette manière-là. On a arrêté dans ce pays de gens plus importants. Je parle d'importance en termes de popularité, de gabarits politiques. Jean-Marc Kabound se retrouve en prison aujourd'hui. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Hein. Ça veut dire qu'on peut arrêter M. Kikouni de la manière la plus légale qui puisse exister. Aucune mouche ne ressuscitera. Hein. Vous voyez? Aujourd'hui, Gombe ne quittera pas Gombe pour aller ailleurs. Aujourd'hui, quand on dénonce sur la place publique quelque chose qu'on trouve mal du régime, on est passible à l'arrestation ou bien on est passible, nous sommes portés et puis être arrêtés. Mais vous savez, je vais rire, je vous regarde un peu dans les yeux, mais je vois que vous-même vous ne croyez pas en ce que vous dites. Dans ce pays-là, nous sommes en 2024. Combien d'opposants nous avons dans ce pays qui chaque jour dénoncent des choses? Il y a Franck Diongo qui est en exil. Mais pourquoi il est en exil? Il y a Jean-Claude Mvouemba qui est en exil. Vous avez appris quand que Jean-Claude Mvouemba a été recherché? Des personnes qui sont aujourd'hui en exil. Mais arrêtez, vous savez. Jules, lorsque vous aurez envie de vivre en Europe, lorsque vous voudrez quitter votre noble métier de journaliste pour aller vous réfugier quelque part en Europe, il vous suffit de créer une situation ici. Hein. Il vous suffit de vociférer ici comme certains que je vois sur les réseaux sociaux là-bas, qui disent un peu du n'importe quoi, qui mentent à dessein, qui veulent au fait se donner une certaine importance, qui racontent leur vie à longueur de journée, tout simplement. Vous avez un monsieur comme un journaliste là, il est patron d'un média ici. Je ne citerai pas encore une fois son nom, mais il est véhément hein, contre le régime. Il est véhément contre le régime. Qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba, lui je vais le citer, qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba ne dénonce pas? Et les gens qu'il reçoit, très souvent sur ces plateaux ou tout ça, combien d'opposants avons-nous dans ce pays? Combien de journalistes proches de l'opposition avons-nous dans ce pays? Écoutez, quand les gens ont envie de se taper un exil, ben allez-y. Mais surtout, ne le faites pas sur le dos de quelqu'un. Jean-Marie Kassamba ne le fait pas de manière véhémente. Pourquoi il ne le fait pas Non, mais ça veut dire quoi, objectif? Et ça veut dire quoi de manière véhémente? Quand il décrit quelque chose, mais non, il ne le dit pas de manière à combien sommes-nous de ranger ou bien... Cher Jules, moi le premier, je suis parmi ceux qui condamnent. À chaque fois qu'il y a des tournements, je suis parmi ceux qui crient. Je suis parmi ceux qui vocifèrent. À chaque fois qu'il y a des tournements, je viens de vous parler d'une situation que j'ai dénoncée. J'ai dit que ce n'est pas normal que M. Kikouni soit arrêté, interpellé dans ces conditions-là. Ça, je l'ai dit. Maintenant, est-ce qu'il faut insulter les gens pour les dire? Est-ce qu'il faut insulter les gens pour se faire entendre? Est-ce qu'il faut dresser les uns contre les autres? Est-ce qu'il faut dire que Seth Kikouni a été arrêté parce que c'est lui qui dirigeait un Kassaïen? Est-ce qu'il faut rappeler les origines de gens? Est-ce qu'il faut dresser deux peuples contre les autres parce que X, Y chose? Non, mais ça va pas. Quelque part aussi, les opposants ont raison parce que quand on regarde le régime en place, c'est comme si ils sont un peu, ils ont un peu des oreilles dures de ne pas écouter la voix du peuple d'une certaine façon. Qu'est-ce que le peuple a demandé que l'on n'a pas écouté? Les autorités paraissent complaisants et n'est pas avoir un cœur porté sur le peuple. Non. Regarde la misère du peuple congolais aujourd'hui. Regarde comment le Congolais est en train de vivre. Mais la situation, elle est conjoncturelle.
Ah, vous parlez de la situation est conjoncturelle. Non, mais la Depuis situation... la venue du président de la République depuis 2019, Oui. la situation est toujours conjoncturelle. Non, mais vous savez Rien ne pourquoi? va. Vous savez pourquoi? Parce que le Congolais en lui-même est le germe du problème. Je ne vais même pas dire que le Congolais porte le germe du problème, mais le Congolais est le germe du problème. Et quel est le rôle des dirigeants? Mais le rôle des dirigeants, justement, c'est celui-là. C'est de sanctionner. Vous savez, il y a la sanction administrative et la sanction pénale. Ah, Vous on avez- sanctionne seulement quand quelqu'un a dit quelque chose, mais quand il concerne le ventre, mais Oui. le quotidien des Congolais. Non, mais vous avez entendu ici des On ne fait dénonciations. absolument rien. Vous avez entendu des dénonciations sur un ministre qui aurait détourné autant et autant. En attendant la sanction pénale, je considère qu'il y a une sanction administrative. Cette personne n'est pas revenue à son poste. N'est-ce pas? Vous verrez qu'il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées dans le gouvernement. Vous verrez qu'il y a une certaine dynamique qui essaye de s'installer. Quand vous avez des gens incompétents, comme voilà, quelqu'un que j'allais encore citer le nom, qui est parti, maintenant nous avons un jeune ministre qui se montre assez dynamique. Voilà, il y a aussi cette sanction. Mais bien évidemment, les choses prendront toujours le temps de s'incruster. Les choses prendront le temps pour s'installer. C'est malheureusement ça le comble. Maintenant, il faut comprendre que la vie d'une nation ne se construit pas, ou alors ne se fortifie pas en un jour. Il y a des efforts qui sont fournis. Il y a des efforts qui sont consentis dans bien de domaines. Les résultats, malheureusement, suivent à pas de tortue. Mais je me dis que nous finirons par voir le bout du tunnel. Ce qu'il faut faire en attendant, en tant que Congolais, c'est de garder espoir. Ce qu'il faut faire en attendant, en tant que Congolais, c'est d'être des citoyens rigoureux. C'est d'être des citoyens exigeants. Mais Nous devons... Malheureusement, beaucoup ne le sont pas. Beaucoup ne le sont Et pas. dans ce pays, lorsque vous pensez que vous êtes exigeant, lorsque vous voulez donner l'impression d'être exigeant, vous devenez simplement, je vais dire, on pêche. Malheureusement, le peuple congolais applaudit leurs bourreaux. Le peuple applaudit ses bourreaux aussi parce que le peuple est clochardisé. Le peuple se retrouve dans une situation où il ne peut que très peu réfléchir. Et le peuple que Maintenant. disait, et c'est fait exprès Oui, par les dirigeants. je suis d'accord. Mais en même temps, c'est fait exprès parce que le peuple, lui, il continue de se complaire de cette situation. Ça veut dire que le jour où on se révolte, alors dans le vrai sens du mot, le jour où on arrête d'applaudir nos bourreaux, le jour où on arrête de se faire corrompre à cause de 2000 francs, le jour où on va aux urnes pour élire finalement des personnes que l'on pense être capables, je vous parle en tant qu'ancien candidat, je sais un peu de quoi je parle. Le jour où nous arrêtons de voter à cause d'un polo, le jour où nous arrêtons de voter à cause d'une certaine influence, le jour où nous arrêtons de voter aussi à cause, n'est-ce pas, du communautarisme, tout ce que vous voulez, le jour où nous arrêtons tout ce genre de pratiques, alors ce jour-là, les dirigeants qui sont en face de nous vont comprendre que là, nous sommes en face d'un peuple mature, un peuple qui est devenu exigeant. Et lorsque nous allons faire preuve de cette exigence-là, ils seront obligés, les dirigeants, ils seront obligés de s'incliner et de se rendre à l'évidence que les choses ont changé. C'est à nous, peuple congolais, c'est à nous, Quinois, c'est à nous, jeunes, c'est à nous, Congolais de partout, de la diaspora et vivant à l'intérieur du pays, c'est à nous de nous prendre en charge. Ça ne veut pas dire que nous devons insulter les gens. Ça ne veut pas dire que nous devons qualifier de tous les noms, nous devons sortir tous les noms d'oiseaux. Ça veut tout simplement dire que lorsque quelque chose est à dénoncer, il faut les dénoncer avec le plus grand sérieux. Et s'il y a quelque chose à encourager, il faut l'encourager avec la plus grande objectivité. Et s'il y a un travail que vous pouvez faire à votre niveau, vous faites le vôtre en tant que journaliste, je fais le mien en tant qu'employé quelque part, en tant qu'analyste politique, je fais le mien en tant qu'encadreur de jeunes, je fais le mien en tant que notable de l'EMBA, je fais le mien. Que chacun de nous fasse son travail à son niveau et chacun de nous doit garder dans un coin de sa tête que l'intérêt commun, seul l'intérêt commun poussera à un intérêt global et collectif. Très bien. Alors, Ben Bright, nous allons chuter par cette question parce que la Belgique est un peu inquiète du verdict du coup d'État manqué. Ils disent, ils fustigent la condamnation de Jean-Jacques Ouondo. Quelle est votre lecture de fait? D'abord, j'ai beaucoup pensé à M. Mbosso Kodi Ampwanga lorsque j'ai vu cette information. Monsieur Mbosso avait un courage titanesque lorsqu'il s'est retrouvé face à cette ministre, encore une fois, la ministre des Affaires étrangères, qui a eu le toupet, qui a eu le courage, qui a eu l'audace
de parler à notre ministre des Affaires étrangères ici pour lui dire qu'elle est inquiète sur la peine des morts et qu'elle nous raconte sa vie. Depuis 30 juin 1960, la RDC n'est plus une colonie belge. Depuis 30 juin 1960, la RDC n'a pas de compte à rendre à la Belgique. La Belgique n'a pas la tutelle de la RDC. La Belgique n'est pas notre tuteur. La Belgique n'est pas notre parent. La Belgique n'est pas notre parrain. La République démocratique du Congo est un pays souverain au même titre que les autres. Et d'ailleurs, la Belgique nous doit beaucoup. On peut simplement commencer par le musée des arts africains des Tervuren pour savoir que c'est un État voyou, c'est un État bandit, c'est un État qui nous doit beaucoup. Maintenant, que les gens aient encore le courage de parler au nom de la Belgique avec des airs paternalistes, ça prouve à suffisance que soit nous, Congolais, nous n'avons pas véritablement réalisé que Patrice Emery Lumumba est mort pour ce pays, soit alors certaines personnes de l'autre côté de la mer n'ont pas, eux, réalisé que ce pays n'est pas un enfant. Donc, ce pays est un pays souverain, comme je dis. La ministre de la Justice de l'époque, disons le gouvernement congolais, a levé le moratoire sur la peine de mort. Ça veut dire que depuis qu'on a levé ce moratoire, la peine de mort est d'application en République démocratique du Congo conformément au code pénal congolais. Et si la peine de mort est déclarée sur des gens qui ont posé des actes de nature à déstabiliser les institutions de ce pays, alors cela ne regarde en rien la Belgique. Si M. Wondo a une nationalité belge, je suis désolé, cette nationalité belge ne vaut pas chez nous parce que ici, la nationalité congolaise est une et exclusive. Et c'est dont on reproche, le grief reproché ou les griefs retenus contre M. Wondo ont été posés sur le territoire congolais. Et il a causé préjudice à deux Congolais. Il a atteint à la sûreté de ce pays-ci, la RDC. Il a voulu attenter à la vie du président de la République démocratique du Congo. Et l'État congolais, Et en droit. par sa justice, a pris un verdict. L'État congolais a pris une décision. La justice congolaise a dit le verdict qu'il fallait dire. Monsieur Jean-Jacques Wondo, je suis désolé pour sa famille. Je compatis beaucoup. Il a purgé sa peine. Mais monsieur doit purger sa peine. Et s'il faut qu'on applique la peine de mort, malheureusement, avec toute la compassion que j'aurai pour sa famille, je ne coulerai aucune larme contre ce genre de personnes. Et cette peine de mort, là par contre, je vais dire quelque chose. Cette peine de mort, d'abord je vais dire quelque chose à notre ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, qui a très mal communiqué sur la question. Madame Thérèse Kayikwamba, j'espère que je n'écorche pas le nom, Madame Thérèse Wagner, vous avez très mal communiqué sur la question. Vous avez eu envie de cacher aux Congolais ce qui a été réellement votre discussion avec votre homologue belge. Vous avez dit simplement que c'était une coopération mutuelle, nanani nanana. Vous êtes resté dans un tralala qui ne dit pas son nom. Et elle est venue vous couper de l'herbe sous le pied en disant justement qu'elle vous a donné des leçons. Vous voyez, votre comportement parfois rend ce pays un peu infantile. Vous aurez dû être la première à communiquer. C'est exactement ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, lorsque, je crois, la vice-ministre des Affaires étrangères s'est retrouvée à une table de négociation avec des Rwandais, je ne sais pas moi dans quelles conditions. Vous avez encore communiqué avec beaucoup de léthargie, avec des demi-vérités. Et ça laisse à désirer justement. Ça pose des sérieux problèmes. Je n'ai pas de leçons à vous donner, mais j'espère que vos équipes de communication vous aideraient ou vous aideront justement à communiquer plus efficacement, à dire les choses, à bien les dire, tout en respectant les règles en la matière, y compris la équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Christian, merci au DT, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.